D'accord, j'attends un peu que les gens s'installent. Sur le mouvement de 20 février et la lutte pour la démocratie au Maroc, comment le mouvement il est apparu, comment le mouvement s'est développé au pays. On a surtout vu la vision que porte un certain nombre d'associations, qu'elles soient marocaines, c'est-à-dire installées au Maroc, comme l'Association marocaine des droits humains, ou les associations en Europe, comme l'ASDOM, KMM en Hollande, la TMF en France, et la coordination du mouvement 20 février Paris, ainsi que le collectif Mafekish, qui est un média citoyen. Donc nous avons vu comment ces gens voient le mouvement et comment ils interagissent avec le mouvement et quel regard ils portent sur le mouvement. Donc après le débat d'hier, aujourd'hui on s'intéresse plus particulièrement à la question de la Constitution. Est-ce qu'il s'agit d'une Constitution démocratique dans la forme, dans le fond, ou bien s'agit-il d'autre chose? C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé, une poudre de ballon-papin avec laquelle on a voulu faire croire au mouvement et à la population marocaine qu'un réel changement s'est réalisé. Donc avec nous ce soir, nous avons Amri, membre du bureau central de l'Association marocaine des droits humains, qui va nous parler au sujet de la constitution marocaine, est-ce qu'elle est démocratique ou pas? Donc je te passe directement la parole à Amri, comme ça tu pourras intervenir sur le sujet. Le sujet que je vais traiter, c'est la constitution amendée. Est-ce que c'est une constitution? Ouais. Est-ce que c'est une constitution démocratique? Je peux vous dire que, avant de répondre à cette question posée, il faut que je vous rappelle que certaines positions il faut que je vous rappelle de certaines positions de l'ANDH vis-à-vis de la Constitution du Maroc en général. Je ne parle pas de la Constitution de 1996, mais notre position en tant qu'association des droits humains vis-à-vis de toute la Constitution. Ouais. Notre association a accordé une très grande importance à la revendication concernant l'adoption d'une constitution démocratique, une constitution démocratique par son élaboration, par son contenu et par sa ratification depuis plus de 10 ans. Nous, en tant qu'association, on s'intéresse à une telle constitution. Oui. Je dois vous rappeler que les mots d'ordre des trois derniers congrès de notre association ont tous eu, en tant que revendication, ils ont parlé tous d'une constitution démocratique. Pour vous mettre bien au courant, je dois vous rappeler le slogan, le mot d'ordre du 9e congrès qui s'est réuni en mai 2010. Ce slogan, il dit « Un mouvement des droits humains et démocratiques puissant pour une constitution démocratique, l'état de droit et la société de dignité et de citoyenneté ». Ça, c'est le slogan de notre dernier congrès. Et pour vous dire que, je dois répéter ça, que on était toujours conscient de ce problème, puisque avoir une constitution démocratique, c'était notre... on s'intéressait beaucoup depuis plus de 10 ans. Alors, la MDH a donné et donne toujours une importance à cette revendication. Car le fait d'avoir une constitution démocratique, ça nous permet d'un côté d'harmoniser les lois internationales avec celles des différentes d'harmoniser les lois nationales avec celles des différentes conventions départementales ratifiées par le Maroc au service des citoyens, et d'autre part d'édifier un état de droit. Cet état de droit est basé sur les fondements suivants.
ces fondements, ils sont très bien, enfin, ils sont bien clairs, ils sont très bien compris. Je peux les citer tout rapidement. Il s'agit du respect du droit à l'autodétermination du peuple marocain, le respect de la souveraineté populaire qui fait du peuple la base et la source de tous les pouvoirs, et puis la primauté des conventions et des pactes internationaux par rapport aux droits internes, l'égalité de l'homme et de la femme dans tous les domaines civils, politiques, économiques et sociaux, que le gouvernement entend soit détecteur, un vrai détecteur de l'ensemble de l'ensemble du pouvoir exécutif, que le Parlement soit détecteur du pouvoir législatif, que la justice en tant que pouvoir et non plus comme simple appareil, qu'il y ait une séparation entre les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires, et la séparation entre la religion et l'État. À côté de tout ça, la mise en place de fondements d'une régionalisation, une vraie régionalisation démocratique, et la reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle à côté de la langue arabe. Pour nous, toutes ces bases, enfin tous ces éléments sont les vraies bases de l'état de droit à qui nous rêvons. Je vous rappelle également que la MDH a exprimé à travers la déclaration générale de son 9e congrès qui s'est réuni en mai 2010 que il a exprimé toute sa crainte quant au recours à une nouvelle tentative. Je parle de mai 2010. L'association était très consciente que à l'époque, il n'y avait même pas le mouvement du 20 février, mais à l'époque, en mai 2010, on craignait qu'il y aurait une nouvelle tentative d'avortement de cette revendication démocratique concernant la constitution démocratique en procédant à des amendements partiels et des amendements de circonstances dont la finalité est de préserver, je dis de préserver l'essence absolutiste de la Constitution de 1996. Permets-moi de t'interrompre, Amri. Ouais. Puis je voulais te poser la question par rapport aussi à quelle est la position de l'AMDH en tant qu'association par rapport à cette nouvelle constitution. Ah oui, voilà. C'est ça qui est important. Tout ça, ce n'était qu'une introduction. Maintenant, je vais vous exprimer les positions de la MDH par rapport à la Constitution du 1er juillet. Au niveau de la ratification de cette Constitution du 1er juillet, je ne traiterai pas ce point, puisque c'est mon camarade Liston qui va traiter de tout ça. Je ne parlerai pas de la ratification je ne parlerai pas de cette ratification, puisque c'est l'intervention du 3e axe en concernant cette table. Au niveau de l'élaboration, la MDH a été contre le comité de Menoni, puisque c'était un comité imposé. En plus, les membres qui font partie de ce comité, je peux dire que ce sont tous des réactionnaires. On ne peut rien s'attendre d'eux. Et puis, la MDH, il exprime sa position en tant que cet comité, et il doit avoir des membres, après une concertation entre les forces vives du Maroc, ça d'un côté, et en plus qu'il soit ce comité qu'on appelle
une assemblée constituante, autre chose, c'est peu important. L'essentiel, c'est que tous les membres des forces vives au Maroc doivent être représentés dans ce comité. Au niveau du contenu, par objectivité, on peut dire que la constitution actuelle a un tout petit peu, un côté un petit peu positif. Je vais vous exposer un petit peu les petits points positifs dans cette constitution. D'abord, il y a une constitution, le premier élément, c'est qu'il y a une constitutionnalisation de quelques droits humains, comme par exemple l'incrimination de la torture, de la détention politique et de la disparition forcée. Mais on se demande, est-ce qu'il y a tous les garanties constitutionnelles pour qu'on respecte ce truc-là? Chez nous, d'après l'AMDH, il n'y a pas ces garanties, ils n'existent pas. En plus, il y a toujours le problème de l'impunité qui est posé. D'autre part, il y a un autre point positif, c'est la reconnaissance de la langue amazigh comme langue officielle. Mais la Constitution reporte son application du fait qu'il est lié à la promulgation d'une loi organique. Et il le classe au deuxième rang après la langue arabe. Il y a quelques points positifs également. Il s'agit du renforcement du rôle de gouvernement, puisque on ne parlera après, on ne parlera plus de Premier ministre, mais on va parler du chef de gouvernement. Et puis il y a la constitutionnalisation de quelques droits des ouvriers. Ça, en bref, ce sont les points positifs de cette constitution du 1er juillet. Mais quelles sont nos observations critiques en tant qu'association des droits de l'homme par rapport à cette constitution? Il y a deux points, je vais être très résumé. D'abord, il y a les observations critiques. Il y a d'abord, on peut parler de la constitutionnalisation de certaines recommandations de l'IER, de l'instance équité et réconciliation. Quand on revient au préambule de la Constitution, on trouve qu'il y a une certaine primauté des conventions internationales par rapport aux droits internes. Mais toujours dans le préambule, ce que j'ai annoncé, il est vidé de son sens, puisqu'on dit que on accorde la primauté des conventions internationales par rapport au droit international, mais dans le cadre des dispositions de la Constitution et surtout des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable. Et je précise on cite l'identité nationale, c'est-à-dire que il n'y aurait pas sans doute, il n'y aurait pas de primauté de convention internationale par rapport au droit interne, puisqu'il est question qu'il faut respecter l'identité nationale du Maroc. D'un autre côté, on parle de l'égalité de l'homme et de la femme, c'est dans l'article 19, dans l'article 19, mais comme concernant les conventions internationales, on donne quelque chose par la main gauche et puis on le retire par la main droite, puisque on dit que dans l'article 19 de la Constitution du 1er juillet, l'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique et social. Et c'est pour la première fois qu'on parle de droit civil. Même l'instance équité et réconciliation n'a pas parlé des droits civils.
c'est pour la première fois qu'on parle des droits civils, mais après ils disent, énoncés dans cette constitution et dans des conventions, des pactes ratifiés, mais il faut respecter les dispositions de la constitution et les constantes et les lois du royaume. Les constantes et les lois du royaume. C'est-à-dire, on donne cette égalité par la main gauche, entre guillemets, mais on la retire de la main droite. C'est la droite qui est prise. Troisième observation, on se demande, nous, à la MTA, où sommes-nous de l'abolition de la peine de mort dans cette constitution? Où est-ce qu'on est de la ratification de la Cour pénale internationale? Je vous rappelle que le Maroc a signé le statut de Rome en septembre 2000. On est en 2011, il n'a pas encore ratifié ce statut. Et est-ce qu'on est de la stratégie nationale pour mettre fin à l'impunité? Mais je dois vous rappeler que malgré tout, enfin, plus que ça, on se demande pourquoi on n'a pas constitutionnalisé le droit du peuple marocain à l'autodétermination. Pourquoi on ne parle pas du droit au culte? La Constitution ne parle pas du droit au culte. Pour terminer mon exposé, je dois vous dire que toutes les affaires générales qui concernent l'État et la société, et surtout concernant les pouvoirs du roi, la Constitution, il insiste beaucoup sur le pouvoir du roi. Puisque je veux parler des trois domaines, le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Dans le domaine exécutif, le roi, c'est le roi qui préside le Conseil des ministres. C'est lui le chef suprême du Conseil de la sécurité. C'est lui qui contrôle l'armée. C'est lui qui nomme les responsables, soit des responsables des institutions publiques, ou bien les préfets, les wadis, les ambassadeurs et les ministres. Sur le plan législatif, c'est encore le roi qui a l'initiative d'amender la Constitution, d'amender la prochaine Constitution. C'est lui seulement qui a ce droit. C'est lui qui contrôle l'ensemble des lois, soit à travers le Conseil des ministres ou bien en se basant sur d'autres méthodes. C'est lui qui a le droit de dissoudre le Parlement ou une des chambres du Parlement. Sur le plan judiciaire, c'est lui qui préside le Conseil suprême de la magistrature et nomme une partie des membres de ce Conseil. C'est lui qui contrôle la Cour constitutionnelle en désignant la moitié de ses membres et son président. C'est lui qui offre le droit de grâce à n'importe quel niveau, soit au début, soit après. Devant toute cette prérogative, est-ce qu'on peut parler d'une indépendance effective de la justice? Dans le domaine religieux, le roi est émir des croyants. C'est l'article 41 et 42 qui consacre le contenu de l'ancien article de la Constitution de 1996, l'article 19. On n'a rien changé. Au contraire,
on a élargi un petit peu l'espace de cet article, puisque au lieu de l'article de 19, on a deux articles, l'article 41 et l'article 42. Ils répètent le même contenu de l'article 19, de l'ancien article 19. En outre, la Constitution amendée ne garantit pas la séparation entre la religion et l'État, mais elle augmente la domination de l'autorité religieuse par la constitutionnalisation du Conseil suprême des oulémas. Ce qui est très grave dans ce domaine, c'est la constitutionnalisation de ce conseil, puisque ce conseil devient alors une source législative. On n'a pas seulement, actuellement, on n'a pas seulement le Parlement en tant que source législative, mais également ce conseil des oulémas. Il peut donner ses avis, ce qu'on appelle au Maroc l'iftoua officiel. Il peut. Alors, c'est comme on est devant deux sources législatives, le Parlement et les oulémas, le truc des oulémas. Mais c'est grave, ça, c'est grave. Est-ce que on est en train d'aller en avant ou bien d'aller en arrière? Dans toutes ces conditions, peut-on parler de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et juridiques, et aussi on peut parler de la séparation de la religion et de l'État? Il y a autre chose, c'est le dernier point que je vais traiter. Il y a ce qu'on appelle la relation entre la responsabilité et la responsabilisation. La Constitution amendée. Quand je parle de la Constitution amendée, je parle de la Constitution du 1er juillet 2011. Cette Constitution, il parle de la responsabilité et de la responsabilisation. Je ne vais pas vous citer les articles, mais je dois vous dire ça. Quand on parle de ce thème, responsabilité et responsabilisation, on ne trouve aucun article qui parle de la responsabilité de l'institution royale. C'est une exception. On ne parle pas de ça. On doit responsabiliser tout le monde au Maroc, mais on ne responsabilise pas l'institution royale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le roi, il reste toujours au-dessus de cette constitution de 1er juillet. En conclusion, je vais vous citer 3 points. D'abord, c'est la Constitution amendée à apporter quelques acquis partiels. Enfin, nous, à la MDH, on parle de ça par objectivité. S'il a apporté quelques acquis partiels, et là, au contraire, et j'attire votre attention sur ce point, il a au contraire approfondi. Il a approfondi le caractère religieux de l'État à travers l'institutionnalisation de ce que la Constitution appelle le Conseil suprême des oulémas. Alors toute la positivité de cette Constitution n'a aucun sens, puisque on est pour la laïcité, non pas pour l'approfondissement du religieux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette Constitution du 1er juillet, il conserve toujours l'essence despotique
de l'ancienne constitution de 1996. Ainsi, il est totalement en désharmonie avec les conventions et les pactes internationaux des droits humains. Et par conséquent, il ne peut pas constituer, et j'insiste sur ce point, il ne peut pas constituer une certaine démarche ou une certaine issue vers l'identification de l'état de droit. Cette constitution ne peut pas être la base d'un état de droit. Et par conséquent, d'une société de liberté, de dignité et de justice sociale. Le dernier point, la MDH. Vu la situation générale que je vous ai décrite, la MDH pense que, enfin, plus que penser, il croit que la lutte pour une constitution démocratique, au niveau de son élaboration, de sa ratification et de son contenu, il faut toujours prendre en considération ces trois niveaux, n'a pas cessé jusqu'à présent. On est le 17, de ce mois. La lutte, je dois vous rappeler qu'actuellement au Maroc, il y avait des manifestations du mouvement du 20 février. Aujourd'hui, samedi et demain, et ça va se poursuivre. Oui. Je vous dis que la MDH n'a pas cessé, dit que la lutte pour une vraie constitution démocratique n'a pas cessé. Et il renouvelle par conséquent son appui au mouvement du 20 février. Puis, je vous rappelle ça, et ça va être mon dernier mot. Je vous rappelle que le mouvement février, juste après le référendum du 1er juillet, le référendum concernant la constitution du 1er juillet, le mouvement 20 février, il a manifesté le 3 juillet, juste après le référendum. Et nous, en tant qu'AMDH, puisque nous faisons partie du conseil du soutien du mouvement du février, nous également, nous étions présents à cette manifestation du 3 juillet. Et parmi les revendications qui ont été déclarées pendant cette manifestation, il y avait la déclaration de luttons pour une constitution démocratique. Ça veut dire que la constitution du 1er juillet n'a pas répondu à nos revendications de notre citoyen et à la revendication de la MDH. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour la discussion. Pour cette description détaillée de la position de la MDH par rapport à la constitution amendée. Je note particulièrement le fait qu'il y a un désir du régime marocain d'avoir gardé un contrôle sur et le champ religieux et le champ sécuritaire. C'est les domaines où il y a eu un renforcement des pouvoirs. Il y a aussi une mainmise qui a subsisté au niveau du contrôle exécutif et judiciaire. Donc il n'y a pas vraiment un désir de transformation radicale de ce régime, mais surtout une volonté de réaliser un certain nombre de petites modifications afin de sauvegarder la stabilité du régime, notamment dans un contexte arabe où il y a un certain nombre de révolutions. Alors maintenant, je m'adresse à Blamstead, de l'Observatoire des élections, le tissu associatif pour l'observation des élections au Maroc.
pour nous présenter le mode d'opération de la Constitution marocaine, cette nouvelle Constitution qui a été amendée. Bonjour, merci mots. Moi, j'ai pas l'habitude d'intervenir en français, mais nos camarades de la MDH de Paris m'ont obligé de faire des efforts pour intervenir en France. Bon, le tissu ou le collectif associatif pour l'observation des élections est un regroupement d'associations. Son action se base sur les principes universels des droits humains. Ce collectif vise la promotion de la transparence, la liberté, l'honnêteté du scrutin. Il a accumulé des expériences de l'observation. Il a observé les élections législatives de 2002, dont il a mobilisé presque 3000 observateurs à l'échelle nationale. La même chose en 2007 aussi, il a mobilisé 3000 observateurs et observatrices à l'échelle nationale. Il a observé les élections communales de 2009 avec près de 600 observateurs et observatrices, et il a observé le référendum du 1er juillet. Pour ce référendum, c'est sa première expérience de suivi et d'observation d'un processus référendum. Pour cette dernière expérience d'observation, malgré le peu de temps dont il disposait depuis l'annonce de la tenue du référendum, le tissu associatif a pu mobiliser 300 observateurs et observatrices. Des outils de travail ont été élaborés, un guide pour les observateurs et les observatrices, un questionnaire concernant la campagne, un questionnaire concernant le jour du scrutin et un questionnaire concernant aussi le dépouillement. L'observation de ce référendum a porté sur la période de la campagne électorale et aussi sur le jour du scrutin et le dépouillement. Pendant la campagne électorale, le tissu associatif se lève ou a se levé. L'accès aux médias a été inégal, inéquitable, privilégiant l'accès aux médias au tenant de la position oui pour la Constitution. Aussi, il a soulevé une forte mobilisation en faveur de oui dans les médias publics et privés et dans les espaces publics contre toute norme légale, avec un appui des autorités. Il a aussi soulevé l'usage de l'argent, l'usage d'affichage hors des lieux réglementaires, taxis, cafés, administration officielle, commune,
sociétés, hôtels, instituts, universités, etc. L'usage aussi des moyens publics, aussi il a soulevé l'usage des mosquées pendant cette campagne. Aussi il a soulevé la pression des autorités locales pour voter oui. Aussi, il a soulevé la mobilisation des associations pour participer à la campagne électorale pour voter oui contre les lois qui autorisent seulement aux syndicats et aux partis politiques à faire la campagne et à participer à la campagne électorale. Pour le scrutin, le tissu associatif a soulevé la poursuite de la campagne électorale le jour du scrutin à proximité du bureau de vote et parfois à l'intérieur des centres de vote. Aussi, il a soulevé la présence d'agents d'autorité au sein de certains bureaux de vote. L'usage du transport public pour transporter les électeurs vers les bureaux de vote. Plusieurs personnes ont été privées du droit de vote parce qu'ils ont été rayés des listes électorales ou n'ont pas trouvé leur carte d'électeur. L'irrégularité qui accompagnait le retrait des cartes électorales qui ont fait l'objet de distribution de la part de l'admin, contrairement aux dispositions légales. Certains bureaux de vote sont restés ouverts au-delà de leur réglementaire de la fermeture des bureaux. Et certains bureaux de vote ont fermé avant leur réglementaire de la fermeture. Ces observations qu'a soulevé le tissu associatif n'incluent pas, comme vous le connaissez bien, les bureaux de vote réservés aux agents de police, réservés aussi aux membres du corps armé, aussi n'a pas pu observer le vote qui était à l'étranger. Pour le dépouillement, malgré l'interdiction de certains des observateurs et observatrices d'assister au dépouillement dans certains bureaux de vote, on a soulevé certaines violations. À titre d'exemple, le non-respect de l'article 124 du Code électoral qui stipule que le président désigne des électeurs parmi les votants présents pour contribuer au dépouillement. Aussi, on a soulevé que certains PV sont signés à blanc. Aussi, il nous a
signaler des modifications des PV lors de leur transport vers les centres des PV. Et je termine par soulever certaines conclusions préliminaires. Les autorités publiques ont adopté une attitude de complaisance vis-à-vis des pratiques illégales tout au long du processus. Affichage non réglementaire, présence d'agents d'autorité dans les bureaux de vote, pression sur les électeurs. Nombre de fonctionnaires et agents relevant de la dite administration sont intervenus à différents stades en faveur de oui. Concernant les opérations du dépouillement et de l'annonce des résultats, le collectif associatif ne peut, au stade actuel, émettre des observations fiables à ce sujet en raison du peu de bureaux observés et de la conclusion qui a suivi le dépôt des PV sans qu'ils soient systématiquement scellés. Pour cette présentation du déroulement du référendum marocain. Il suffit d'ailleurs de soulever, de rappeler le fait que le roi, le chef de l'État lui-même, avait appelé à voter oui lors du fameux discours qu'il a adressé à la nation. En plus, bien sûr, les autres infractions qu'on a vues sur Internet et dont on a entendu parler dans la presse locale, la presse marocaine. Donc je cède la parole maintenant à la salle pour prendre quelques 3 ou 4 interventions. Je demande juste qu'elles soient un peu brèves, comme ça on va pouvoir débattre le plus possible.